Salut mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la porte. Aujourd'hui, on va faire avec vous un nouveau vidéo. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cours, mais j'ai choisi un exercice pratique sur le hybridisme, comme vous voyez ici. Pourquoi? Pour vous montrer la meilleure méthode pour résoudre les problèmes de génétique. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne, de cliquer le like et aussi d'activer la cloche. Pourquoi tout ceci? Pour vous aurez tous mes vidéos à votre disposition et d'un autre côté, de nous encourager à faire le mieux possible. Exercice pratique pour comprendre le cours de dihybridisme. C'est un extrait de l'examen national juillet 2010. Voilà les données. La mitose est un phénomène qui permet la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre, tandis que la méiose permet la transmission de l'information génétique d'une génération à l'autre. Pour déterminer le rôle de ces deux phénomènes dans la transmission de l'information génétique, on propose les données suivantes. Le document 1, que vous verrez après, présente l'évolution de la quantité d'ADN dans le noyau de la cellule mère des gamètes. Le document 2 représente l'aspect des chromosomes lors de la mitose et de la méiose. Donc, il faut bien lire les données. Il faut se concentrer sur les données parce que ce sont la base pour répondre. Voilà le document 1 qui présente, comme je vous ai dit, l'évolution de la quantité d'ADN en fonction de temps. Et voilà le document 2 qui représente l'aspect des chromosomes lors de la mitose et lors de la méiose. La première question. Montrez, en exploitant les données 1 et 2, ou bien les documents 1 et 2, et vos connaissances, comment la mitose maintient la stabilité de l'information génétique et comment la méiose entraîne la réduction du nombre de chromosomes. Donc cette question comprend deux parties. La première partie est de montrer comment la mitose maintient le stock de l'information génétique. Et la deuxième partie, c'est de montrer comment la méiose entraîne la réduction du nombre de chromosomes. Donc, on va faire la réponse. Et on va numéroter la question, c'est-à-dire 1. Donc, comment on va faire? Puisqu'il nous demande d'après le document 1 et 2, il faut respecter les données. Pour le maintien de l'information génétique, d'après le document 1, voilà le document 1. Il faut montrer ici qu'il y a une stabilité de stock de l'information génétique. Comment vous allez faire? Donc ici, on voit deux divisions de la mitose. Et celle-là, c'est une division de la méiose. Pour la division une division de la mitose, c'est celle-ci. Les étapes de la mitose sont 4 étapes. Ils sont précédées par ce qu'on appelle l'interphase, qui fait passer la quantité d'ADN de 4 à 8 UA. Et après, il vient la mitose pour faire retourner cette valeur de 8 à 4. Et ainsi de suite. Une autre mitose, l'interphase, qui va permettre la réplication de l'ADN, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité d'ADN de 4 à 8. Il vient la mitose qui va faire baisser cette valeur de 8 à 4. Donc, il y a ce qu'on appelle une stabilité de l'information génétique par ce qu'on appelle la mitose. D'après le document 2, à la prophase, le nombre de chromosomes ici, 2n est égal à 4. 1, 2, 3, 4. On compte le nombre de centromères.
À la fin de la télophase, c'est-à-dire avant la télophase et l'anaphase, où chaque chromosome subit une fissuration et donne 2 chromosomes fils. Il y a dans la télophase 2 lots de chromosomes, avec chaque lot contient le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Voilà ici. Le premier lot, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire n est égal à 4, il est identique à la cellule mère qui est toujours 2n est égal à 4. Donc, d'après le document 2, à l'anaphase, les chromosomes se fissurent au niveau de leur centromère et dans 2 lots dont chacun contient le même nombre de chromosomes que la cellule mère, 2n est égal à 4. Ça, c'est pour le maintien de l'information génétique. Pour la réduction du nombre de chromosomes par la méiose. D'après le document 1, que vous voyez ici, la quantité d'ADN diminue de 4 à 2. Voilà. Voilà la méiose. Il est précédé par ce qu'on appelle l'interface. Voilà la première division de la méiose qui est réductionnelle. Et voilà la deuxième division qui est équationnelle. Ces divisions équationnelles permettent quoi? De réduire le nombre de chromosomes de 4, de la quantité d'ADN de 4 à 2 UA. Donc, il y a ce qu'on appelle une diminution de la quantité d'ADN. Donc, ce qu'on appelle, d'après le document 2, à la prophase, on a 2n est égal à 4. À l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes sans fissuration au niveau de leur centromère. Et à la télophase 1, on a 2 cellules. Chaque cellule comprend un nombre de chromosomes réduit, c'est-à-dire au lieu de 2n est égal à 4, n est égal à 2. Donc, on voyait ici. Pour comprendre comment se fait la diversité génétique chez les êtres vivants, des chercheurs ont réalisé de croisements entre 2 drosophiles qui diffèrent de 2 caractères héréditaires, la couleur de corps et l'aspect des cils corporels. Premier croisement, souche sauvage, corps gris, cils normaux, on le croise avec souche mutant, corps noir, cils crochus. Il donne ce qu'on appelle une génération F1. Tous les individus sont de corps gris, cils normaux 100%. Deuxième croisement. Un individu femelle de la F1, c'est-à-dire de la génération F1, on le croise avec un mâle double récessif. Il nous donne une génération F2 avec 4 phénotypes à proportion inégale, comme vous voyez ici. La question, analyser les résultats des 2 croisements et donner l'interprétation chromosomique. Donc, comme vous voyez ici, il faut analyser les résultats. Et après, on va donner l'interprétation chromosomique. Donc, comment vous allez faire? Pour la couleur de corps, on utilise C+, et C pour récessif. Pour l'aspect des cils, on utilise N+, pour l'allèle dominant et N pour l'allèle récessif. Il faut respecter ces données-là. La réponse. Analyse et interprétation. Pour le premier croisement, le croisement étudie la transmission de 2 caractères, c'est-à-dire la couleur et l'aspect des cils. Donc, on parle de dihybridisme. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, tous les individus de la F1 sont homogènes. Donc, si on retourne aux données de l'exercice, voilà. Voilà le premier croisement. Tous les individus de la génération F1 sont corps gris et c'est normaux. Donc, 100%.
Donc, ils se ressemblent. Donc, la première loi de Mendel est réalisée. Donc, les parents sont de race pure. Donc, vous voyez ici, tous les individus de la F1 sont homogènes et hybrides. Donc, la première loi de Mendel est réalisée. Donc, les parents sont de race pure. Les individus de la F1 font apparaître les deux caractères à phénotype dominant seulement, c'est-à-dire corps gris, c'est normaux. Donc, on parle ce qu'on appelle de dominance complète. L'allèle corps gris domine, et on figure ça par C+, domine l'allèle corps noir, petit c, et l'allèle cils normaux domine N+, domine l'allèle cils crochus, petit n. Ça, c'est pour le premier croisement. Pour le deuxième croisement, avant de donner l'analyse, il faut transformer les chiffres en pourcentage. Donc, les chiffres que vous avez ici, 484, 30, 481, 25, il faut transformer ces chiffres en pourcentage. Comment vous allez faire? D'abord, il faut additionner tous ces chiffres-là. Il va vous donner 1020. Vous l'écrivez à côté. Après, comment vous allez faire le pourcentage? On va prendre 484, on le multiplie par 100 et on va le diviser par 1020. Il va nous donner un chiffre-ci qui est le pourcentage. C'est ça ce que on appelle comment vous allez procéder pour calculer les pourcentages. Donc, comme vous voyez ici, voilà les pourcentages qu'on a calculés. Donc, 94,65% type parentaux, c'est-à-dire phénotypes parentaux, et 5,40% type recombiné. Ce type de croisement est un back-cross. Il va nous permettre de connaître les deux gènes. C'est-à-dire, est-ce que les deux gènes sont indépendants ou liés? On a les résultats de back-cross, donc 4 phénotypes à proportion inégale, comme on a vu. 5,40% de type recombiné, c'est-à-dire beaucoup inférieur à ce qu'on appelle 94,65% type parentaux. Donc, ici, on a des données. Donc, comment, à partir de ces chiffres-là, on peut déduire que les deux gènes, est-ce qu'ils sont indépendants ou liés? Donc, on a une règle à poursuivre. La voilà la règle. Voilà le cours. Quand est-ce qu'on dit que les deux gènes sont liés? On le dit dans les cas suivants. Si le back-cross donne uniquement des phénotypes parentaux, ce n'est pas le cas ici. Donc ça, à éliminer. Si le back-cross donne des phénotypes recombinés à faible proportion, ça c'est vrai. Donc il faut se cibler sur ça, cette règle-là. Le back-cross nous a donné des phénotypes 5,40%, tandis que les types parentaux sont 94,65%. Donc les gènes sont relativement liés. Donc il y a ce qu'on appelle crossing over. Voilà. Donc les deux gènes sont liés à liaison relative, ce qui signifie la présence d'un crossing over pendant la prophase 1 chez la femelle. L'interprétation chromosomique. Premier croisement. Les parents sont de race pure. Génotype et phénotype. Voilà, ils sont liés.
voilà le phénotype, voilà le génotype. Corps noir, c'est le crochet. Voilà le génotype, voilà le phénotype. C'est comme ça que vous allez faire pendant l'examen ou pendant les contrôles continus. Les gamètes, à la fin de la méiose, ça a donné un seul type de gamète, C plus N plus, 100%, un seul type de gamète, CN. La fécondation, puisqu'on a seulement 2 gamètes, ce n'est plus la peine de faire l'échiquier directement à la fécondation. La F1, elle va donner les individus à génotype hétérozygote, c'est-à-dire hybride, 100%, mais à phénotype C plus N plus. Donc les résultats théoriques qui est ici ressemblent aux résultats expérimentaux. Donc l'interprétation est vraie. Pour le deuxième croisement, les parents, une femelle de la F1 croise avec un mâle double récessif. La femelle de la F1, elle est hétérozygote comme on a vu. Voilà son génotype. Et le mâle double récessif. Voilà son génotype et phénotype. Combien de gamètes va donner le femelle? D'après ce qu'on a dit, les deux gènes sont liés à liaison relative. Donc, il y a ce qu'on appelle crossing ovaire. Donc, il y a 4 types de gamètes. C plus N plus CN, les gamètes parentaux, et C plus N et CN plus, crossing ovaire. Donc, 4 gamètes, comme vous voyez ici. 4 gamètes avec 25%, 25%, 25% chacun. Tandis que le mâle va nous donner un seul type de gamète qui est CN. Vous voyez ici. Pour la fécondation, puisque on a plus de 2 gamètes, il faut faire un échiquier de croisement. Voilà, échiquier de croisement. Voilà. La femelle va donner 4 types de gamètes. Le mâle va donner seulement un seul type de gamète. Et à la fécondation, on va voir 4 phénotypes à proportion inégale, que vous voyez ici. 94,65% type recombiné et 5,40% type recombiné, 94,65% type parentaux. Donc les résultats théoriques ressemblent aux résultats expérimentaux, donc l'interprétation est vraie. Schéma d'un crossing ovaire. La troisième question. Comment vous pouvez schématiser un crossing ovaire? La femelle de la F1, voilà, prophase. À la prophase, il y a appareillement de chromosomes homologues. Donc, comme vous voyez ici, appareillement de chromosomes homologues à la prophase 1. Et il y a ce qu'on appelle, qu'est-ce que ça veut dire crossing ovaire? C'est-à-dire échange ou bien changement de portion de chromosomes entre les chromatides de couple de chromosomes homologues. Donc, il y a ici changement de ce qu'on appelle des portions des chromatides. C'est ce qu'on appelle un crossing ovaire. Ça, c'est pendant la prophase 1. Crossing ovaire, bien sûr, changement, comme je vous ai dit, de quoi? Des portions des chromosomes. À l'anaphase 1, c'est-à-dire à l'anaphase 1, il y a séparation de quoi? De ces chromosomes sans fissuration au niveau de leur centromère, que vous voyez ici. À l'anaphase 2, chaque chromosome subit une fissuration et donne 2 chromosomes fils. Voilà. Et donne 2 chromosomes fils. Le total, 4 gamètes. C plus N plus, C plus N, CN plus et CN. Donc 4 gamètes.
gamètes parentaux et gamètes recombinés. C'est comme ceci que vous allez répondre, parce que cette réponse-là, elle est répondue à la question numéro 3. On vous a demandé donner un schéma d'un crossing ouvert. Donc, vous allez donner un schéma comme ça. Et avant de vous quitter, je vous laisse ici pour les élèves qui n'ont pas bien assimilé le cours ou bien les données de l'exercice. Il faut me contacter sur ce numéro-là. Je vous laisse ce numéro-là pour vous aider, pour répondre à vos suggestions, à vos propositions. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.